Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec. It's on air. À l'aube de la marche pour les sciences qui aura lieu samedi, nous nous interrogeons ce soir sur le lien entre la science et l'éthique. Où doit s'arrêter la science, le progrès? C'est la grande question que pose finalement la bioéthique. À trop vouloir contrôler le vivant, au point parfois de maîtriser la vie et la mort, la science est parfois critiquée et même remise en cause. Avortement, PMA, GPA, euthanasie, clonage, génie génétique, autant de sujets qui sont autant de polémiques. Quelle liberté pour la science? C'est finalement la question que nous allons nous poser ce soir. Radio Rec, Des cartes en main. présenté par Hugo. Pour m'accompagner ce soir, bonsoir Priscilla, bonsoir Florent et bonsoir Marc. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'accueille également David Smadja, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Est où vous enseignez notamment au sein des masters métiers du politique et philosophie pratique. Merci à vous d'être avec nous. Nous allons donc ensemble passer en revue différents sujets qui touchent à la vie, à la mort et au lien très tenu qui peut exister finalement entre l'éthique et la science. Nous allons toucher à ces sujets tout autant que nous allons toucher finalement à l'élection qui arrive parce que nous essaierons un peu de mettre ce grain dans le débat. Commençons peut-être par l'un des grands sujets, l'une des, des évolutions phares menées par François Hollande. On en a parlé précédemment dans cette émission, le mariage pour tous, peut-être l'évolution la plus conséquente du point de vue sociétal menée par les différents gouvernements de François Hollande. Peut-être revenir d'abord avec vous, David Smadja, qui est spécialiste du sujet. Comment vous voyez cette première évolution que l'on va évidemment d'entrée mêler avec d'autres thématiques de la bioéthique, à savoir la PMA, la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui, parce qu'on a vu que c'était des sujets qui étaient intimement liés. Comment, en tant que chercheur sur le sujet, interprétez-vous ces évolutions-là ? Alors tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité pour parler effectivement des controverses sociotechniques et des débats bioéthiques. C'est tout à fait intéressant effectivement d'aborder ça dans une perspective citoyenne et politique parce que, vous l'avez dit, en fait, ce sont des débats qui peuvent apparaître comme étant scientifiques, techniques, un peu abstraits et qui sont rarement articulés en fait au débat politique. Et je dirais que c'est ça peut-être le premier changement, la première modification. C'est-à-dire que pendant des années et des années, tout au long des années 80 jusqu'aux premières lois de bioéthique de 1994, on avait finalement un débat qui était relativement, non pas confidentiel, mais limité au domaine des scientifiques, au domaine médical. Et je dirais que avec la controverse autour du mariage pour tous, on a vu apparaître quelque chose comme une sorte de politisation finalement de la bioéthique, notamment à travers le débat sur la GPA. Donc le débat bioéthique en fait a cessé d'être une question d'experts, de techniciens, de médecins, de comités d'éthique. Et en un certain sens, il y a eu une sorte de médiatisation, de science médiatique, comme on dit en sciences politiques, qui fait que la GPA, à travers la GPA, on pourrait dire que les techniques de l'assistance médicale à la procréation est devenue un enjeu plus visible. Et c'est sur ce point-là, effectivement, que c'est ce que je remarquerais, moi, d'entrée de jeu. Florent, en réaction, toi, on le sait, les auditeurs pourront le découvrir s'ils réécoutent les dernières émissions, notamment celui sur le bilan de François Hollande. Tu es assez mitigé finalement sur la portée du mariage pour tous. Est-ce que tu ressens autant finalement de distance avec les essais, du moins, sur la PMA et la GPA ? Alors, je dirais c'est vrai que le premier débat a amené le second, même si c'est deux sujets qui auraient dû et pu, à mon avis, être traités séparément. On n'en a fait qu'un seul sujet. Rappelons-le quand même, d'un côté nous avons le mariage pour tous et l'adoption pour tous qui ont été adoptés, et de l'autre côté la GPA qui n'a
jamais été adopté. Qui était associé avec la procréation médicalement assistée, il faut le dire. Donc on a essayé de faire un gros package qui n'est pas passé. Il y a la moitié, comme tu viens de le dire, qui est passé. Le débat, du coup, c'est vrai que sur la GPA notamment, a pris une place importante. Donc c'est vrai que ces sujets-là ont pu, et j'avais déjà eu l'occasion d'écouter David Smadja à ce sujet-là l'année dernière. C'était avec des Américains, je crois, en plus. Et on avait vu ensemble, on en avait reparlé, l'impact que ces sujets peuvent avoir sur des Américains qui ont une autre question ensemble, en disant mais oui, ils étaient un peu limite surpris, voire même choqués par certains points qu'on a pu développer nous dans notre débat. Ils n'en sont pas là, par exemple. Donc c'est vrai que ça peut être important de voir un peu où en sont nos voisins aussi. Alors après, comme tu le disais à titre personnel, la réflexion que j'avais eue, c'est une question très mitigée, déjà de mettre ça ensemble. Qu'il y ait deux personnes qui puissent se marier ou s'unir, c'est une chose. Après, des femmes qui proposent leur service à ce niveau-là, pour moi, ça en était une autre. J'étais très gêné de voir le débat mélangé à ce point. Oui, c'est une des grandes questions qui revient quand on parle de GPA, de GPA, on va y arriver. Je mélange un peu les deux termes, de gestation pour autrui. On parle finalement beaucoup, en tout cas, mettre en avant la commercialisation, la mercantilisation du corps de la femme. C'était une des grandes polémiques qui apparaissait. Je vais continuer un petit peu ce tour de table, si vous voulez bien, et me tourner vers Priscilla, en te demandant, comme je demanderai à Marc par ailleurs, de donner un peu ton avis sur la question. Qu'est-ce que tu penses personnellement de ces questions-là? Est-ce que tu serais plutôt favorable à la fois pour la PMA et à la fois à la GPA? C'est une vaste question. Pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit auparavant, ce côté, on va dire, politisation, ou en tout cas d'un débat plus élargi sur ces questions-là, j'espère est un bon point, justement, que ça ne soit plus restreint uniquement à la médecine, aux experts, que les gens puissent comprendre et savoir de quoi il est question, en fait, et que ça ne se fasse plus dans leur dos d'une certaine manière. Après, malheureusement, est-ce que ce n'est pas parfois un peu repris? Peut-être qu'il y a sûrement des raccourcis scientifiques, qui sont faits. Est-ce que c'est vraiment bien traité? Ça, c'est peut-être après la question que je me pose. Est-ce que c'est pas juste des grands termes, histoire de faire quelque chose, de se mettre en avant, mais qu'après, est-ce qu'on comprend vraiment scientifiquement, biologiquement, de quoi il en est question quand ce sont des hommes politiques, par exemple, qui récupèrent le sujet? En tout cas, moi, c'est la question que je me pose. Marc? Oui, alors je pense que le débat est orienté pour moi sur deux axes, c'est-à-dire qu'il y a une lecture un peu historique et une lecture un peu plus philosophique. Historique parce que, contrairement à ce qu'on dit toujours assez bêtement, c'est-à-dire que les gens peuvent se sentir, par exemple, loin de la religion, mais cette opposition au mariage, etc., montre bien qu'il y a quand même quelque chose de très symbolique derrière, et cette symbolique s'explique justement par des réflexes qui sont des réflexes historiques et par la même religieux. Donc ça, c'est la première lecture qui est faite, c'est-à-dire que quand on s'oppose à ça, on s'oppose surtout à la réception et au symbole que ça représente, mais pas forcément à un acte médical. Donc quand on parle de science un peu médiatique, le fait que justement il y ait une pénétrante de ces domaines-là dans la sphère publique, eh bien on est plus sur des questions de symbolisme et de réception que sur des questions médicales déjà. La deuxième chose, c'est la question de la philosophie du corps en soi, si on réfléchit, c'est comment faire en sorte aujourd'hui pour qu'il y ait un corps qui soit un corps non religieux, qui soit un corps qui accepte diverses pratiques. Je me référais à Spengler, qui a écrit, vous savez, Le déclin de l'Occident, et qui a parlé pour la première fois du corps faustien. Et quand on parle de cette notion de corps faustien, on comprend que la notion du corps est une notion qui a été cristallisée et créée par un corps religieux, un corps qui est judéo-chrétien pour le coup. Et tout ça pour dire que ce débat cristallise au fond les racines, enfin ce qui reste plutôt de l'historicité de la religion et de l'historicité de la réception quant au problème du religieux et de l'histoire. Et pour finir, il y a aussi quelque chose qui est très particulier, c'est que contrairement à ce qu'on dit toujours assez rapidement, on peut peut-être amener les débats médicaux proches de nous, tout en sachant qu'il y a quand même une forme de muraille qui est devant nous, devant la science et devant la médecine. C'est-à-dire qu'on a toujours un profond respect pour les gens qui font de la médecine. Par contre, quand cette médecine touche à des domaines qui sont des domaines qui nous touchent le plus près, on émet quelque chose, un sentiment quant à la réception de ce domaine-là. Enfin voilà, c'est assez vaste quand on réfléchit un petit peu. Si on t'écoute bien, c'est avant tout l'émotion qui dirige finalement notre réaction
face à Pas, ces pas forcément questions-là. l'émotion, mais en tout cas, l'éducation qui a été faite à côté du corps, l'histoire enfin, je veux dire, toute notre forme de réception oblige d'avoir une forme de mentalité. Cette mentalité, elle est créée, l'opinion est créée, et elle s'explique, j'allais dire, historiquement. Donc c'est la réception qui pose en soi, pas problème, mais en tout cas qui pose question dans ces domaines-là, et tout simplement pour dire que les gens ne veulent pas agir sur la sphère médicale, mais plutôt penser à partir de ce que fait la science. C'est, à mon avis, ce qui est le plus important à dire. David Smadja, je me retourne vers vous à nouveau. Oui. On est 35 ans après le premier bébé éprouvette en France. Comment l'opinion française a-t-elle évolué face à cette question-là? Et comment, en étant un peu prospectif dans notre réflexion, l'opinion publique peut-elle évoluer aussi, peut-être similairement, à propos de la GPA? Alors je pense que c'est une question très importante de reconstituer une perspective historique pour déconstruire un petit peu les débats et les controverses et qui effectivement sont saillants médiatiquement et peuvent effectivement faire apparaître une forme un petit peu exacerbée. Moi, dans les travaux que j'ai pu mener, en fait, j'ai essayé de déconstruire ça effectivement en me tournant vers l'histoire. Et ce que j'ai pu observer, alors vous faites référence à Amandine 1982 ou 78, Louise Brown, premier bébé éprouvette. Ce que j'ai pu observer, c'était que il y avait bien entendu en fait un cadre d'analyse qui privilégiait l'opposition entre la religion, alors dans le contexte français la religion catholique, contre un modèle scientiste médical. Donc ça c'est quelque chose qui est un cadre d'analyse en fait qui est très clairement observé et qu'on observe dans la littérature. Je pense par exemple aux travaux de Pierre-André Taguieff qui a écrit un livre sur la bioéthique et qui insiste sur ce clivage-là où il y a une opposition vraiment entre le religieux et puis le scientifique. Mais quand on y regarde de plus près et qu'on fait un travail d'historien des idées, et donc finalement d'analyse du discours plus précise, on s'aperçoit qu'il y a plus en fait dans l'histoire et qu'on voit apparaître aussi, et je pense que c'est un élément qu'il faut aussi avoir à l'esprit, qui renvoie à une sorte de préhistoire du débat bioéthique bien avant le débat sur la GPA, on voit apparaître des positions intermédiaires. C'est-à-dire que si on suit votre interprétation, finalement, il y a une opposition, une guerre de religion, c'est-à-dire entre une religion qui serait celle de la foi et une religion qui serait celle de la raison, si on essaye de résumer. Eh bien, ce qu'on observe effectivement, c'est que, à côté de ça, qui existe, avec des positions de défense de la vie, intransigeantes d'un côté, de l'autre côté, des positions scientistes. À côté de ça, vous avez des positions intermédiaires d'acteurs qui, bien souvent, participent à la délibération, c'est-à-dire, pour le dire de manière prosaïque, mettent de l'eau dans leur vin, et acceptent finalement de converger les uns vers les autres. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est des positions délibératives, en fait, plus que véritablement idéologiques. J'en donne deux exemples qui me semblent être, parce que pour que les auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. En 1983, le premier avis du comité consultatif d'éthique, qui est installé par Mitterrand en 83, le premier avis parle des embryons et les qualifie de personnes potentielles, pour justifier en un certain sens le respect qui leur est dû. C'est l'expression du CCNE à l'époque. Eh bien, dans l'expression de personnes potentielles, eh bien, il y a une volonté de la part de ceux qui sont attachés à la défense de la vie, dans un certain sens, d'amender leur position, de tendre la main, un peu dans une perspective de délibération, à leur auditoire, à leurs contradicteurs, et de dire, bah voilà, c'est pas une personne à proprement parler, bien entendu, parce que ça, ce serait quelque chose d'absolument qui n'aurait aucun sens, mais c'est une personne potentielle. Et de l'autre côté, nous avons exactement la même chose du côté de scientistes comme René Friedman, qui est le papa de Amandine, avec Jacques Testard, et qui disent quoi? Qui disent non, il ne faut pas parler de personne potentielle à propos de l'embryon humain, donc du vivant humain. Il faut parler de potentialité de personne. Et ils inversent en fait la perspective. Chacun, en un certain sens, tient sa position. Friedman est scientiste, enfin, il défend la science et la médecine. De l'autre côté, le CCNE, en un certain sens, a une position qui est respectueuse du vivant humain, souhaite promouvoir le respect du vivant humain, mais chacun, en un certain sens, délibère. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des logiques de foi, vous voyez, intransigeantes. On est dans des logiques, finalement, de partage. Donc, si vous me posez la question, qu'est-ce que j'observe dans l'histoire du débat bioéthique? Effectivement, on observe aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi cet aspect-là qui nous rend peut-être un petit peu plus optimistes, en fait, et qui nous permet d'aller un peu au-delà des grands clivages, des grandes polarisations qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui dans le débat sur la GPA. Vous parlez d'optimisme. Est-ce que cela veut dire est-ce que l'on devrait plutôt aller vers la GPA, vers une autorisation de cette pratique-là? Alors,
moi, je suis, si vous voulez, politiste, j'analyse les débats, et notamment, je fais dans une perspective, comme vous l'avez vu, qui est plutôt historique. Moi, j'aurais tendance à dire que je ne parle pas en tant qu'intellectuel ou comme philosophe engagé qui défendrait une position, qui chercherait à la rationaliser. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est de comprendre les mécanismes du débat bioéthique pour pouvoir, en un certain sens, arriver à mieux organiser une délibération. Hein. Et ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à retrouver, finalement, dans le débat bioéthique, les moments où les individus échangent, délibèrent. Et je pense que c'est de cette manière-là que l'on peut mieux et plus adéquatement, finalement, montrer l'illégitimité de certaines revendications, et plus particulièrement lorsqu'elles sont des revendications qui portent atteinte en fait au respect du corps humain, et des revendications qui cherchent par exemple à le commercialiser ou à l'objectiver à proprement parler. Donc je dirais que c'est comme ça plutôt que je construis ma perspective. Florent, peut-être en réaction avant de passer à autre chose. Oui, non, je rejoins un peu cette analyse-là aussi. J'avais eu ce débat au moment des débats nationaux avec des groupes de jeunes que j'encadrais. Donc après leur avoir présenté de façon la plus neutre possible, j'avais essayé à cette époque-là, à travers des vidéos et des articles, de présenter ces dispositifs. Le problème, là, que j'avais remarqué, c'était que tout était tricoté ensemble. Tu as fait un lapsus révélateur tout à l'heure. Tu as parlé de GMA. Non, oui, on confond PMA et GPA, qui sont deux choses complètement différentes aujourd'hui, à cause de ce débat-là. Et clairement, le débat est à mettre en cause là-dessus. Mais et une fois qu'on avait parlé de GPA, ils m'avaient sorti deux choses. Bon, il y avait l'histoire de la commercialisation de la femme, ils m'ont dit aussi, mais ils avaient quoi, 14-15 ans, donc ils sont très au fait des choses qui se passent aujourd'hui. Ils disent, mais ça veut dire que qui te dit que dans 20-30 ans, quand tu vas en boîte, que tu dragues une fille, que tu sais peut-être pas que c'est ta sœur. Ils m'avaient sorti ça, j'étais sur les fesses, que je me dis, ouais, mais c'est vrai que si on réfléchit empiriquement, on n'a rien à répondre à ça. Et oui, on va me dire c'est un cas minime, mais c'est vrai que ça peut exister, ce qui fait que moi, à mon avis, du coup, là, je peux prendre position, qu'il y a vraiment peut-être un danger là-dessus, il faut faire attention. On m'a toujours dit, sur la science, il y a le comment et il y a le pourquoi, et c'est vrai qu'il faut, comme vous le disiez tout à l'heure, là, et peut-être que le CNE, oui. avait bien tranché là-dessus en 83, en disant, ouais, il faut allier les deux, au bout d'un moment. Oui, allez-y. Si je peux me permettre, effectivement, pour rebondir, je pense que si on sait se retourner vers le droit positif, c'est-à-dire le droit de la bioéthique, à la fois dans le code civil et dans le code de la santé publique, on dispose aujourd'hui, effectivement, d'un certain nombre de textes qui sont, notamment l'article 16 du code civil, qui sont parfaitement clairs, effectivement, et qui nous permettent de nous armer contre toute une série de dérives. C'est la grandeur du système français, ce qu'on pourrait appeler le modèle français de bioéthique, que d'affirmer, peut-être beaucoup plus que d'autres pays, et notamment les États-Unis ou le Royaume-Uni, la nécessité de respecter le corps humain, de ne pas le commercialiser, et de réaffirmer cela. Mais sur la question de la non-commercialisation du corps humain, il me semble qu'il y a, et je l'espère du moins, ce n'est pas une question qui doit faire débat, du moins dans le contexte français. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être consensuel, par définition. Et c'est là toute la difficulté peut-être de ces questions. Mais justement, allons vers une autre question pour faire avancer le débat. On parlait de la naissance, on peut parler peut-être de l'avortement aussi, l'interruption volontaire de grossesse notamment. C'est une question aussi qui a fait beaucoup polémique ces derniers temps, notamment avec ce qui s'est passé en Pologne. On se rappelle des manifestations importantes qui ont permis de ne pas faire reculer un droit qui était acquis pour les femmes en Pologne. Comment se situer face à ces questions-là qui, on le voit finalement, n'ont pas, le curseur ne se place pas de la même façon dans tous les pays. Vous l'avez dit pour la question précédente, sur notamment sur la bioéthique, de toute façon de manière générale. Chaque pays a sa législation propre et sa philosophie aussi. Comment voyez-vous, David Smadja, l'évolution à travers le monde? Peut-on, d'un point de vue historique aussi, tracer une espèce d'évolution sur la question de l'avortement? Alors, sur cette question-là, effectivement, je sais, en venant à ce débat, que vous m'aviez averti de ce thème, mais je dois vous dire qu'en fait, il me semble que c'est une question qui est souvent rapportée au débat bioéthique, mais qui, en fait, ne peut pas être vraiment analysée
dans les mêmes termes. C'est-à-dire que c'est plutôt une question qui renvoie à un débat sur les mœurs, l'évolution des mœurs. On l'avait bien vu en 74-75 au moment de la loi Veil en France. Il s'agissait d'un débat qui n'était pas relié à des progrès médicaux, mais qui était plutôt lié à une évolution des mœurs dans le contexte politique et social qui suivait 68. Et c'est pour ça qu'il y a eu effectivement cette libéralisation, qui est, je dirais, un acquis et quelque chose sur lequel maintenant nous construisons notre état de droit, d'ouverture de ce droit fondamental, des femmes, pour les femmes. Mais ce n'est pas lié directement, comme ça peut l'être pour l'autorisation médicale, les techniques d'aide médicale à la procréation. Ce n'est pas lié directement à un progrès à proprement parler. Ce n'est pas le progrès scientifique et médical qui fait problème et qui donne lieu à de nouveaux problèmes. Donc je vous invite à peut-être... Moi, d'entrée de jeu, ma réponse, ça consisterait à dire peut-être distinguons les deux. Et si je vous donne une opinion sur la question de l'interruption de grossesse, elle ne sera pas, en ma qualité, je dirais, d'analyste du débat bioéthique. Parce que ce sont des questions en général qui se distinguent. Ce sont des questions, par exemple, d'éthique médicale, d'éthique soignante, que se posent les médecins, bien entendu. Mais il me semble qu'il faut les distinguer. Dans mes travaux, moi, j'ai essayé de montrer que ça renvoyait à deux séquences bien différentes. C'est pas pour rien que tout au long des années 70 en France, vous avez un débat autour de la loi Veil, si vous voulez, qui est un débat extrêmement polarisé, où là, effectivement, il y a beaucoup d'opposition terme à terme entre le religieux et le médecin, en un certain sens. Mais à partir de 1978, c'est-à-dire la naissance de Louise Brown et Amandine, donc à partir des premières fivettes, on rentre dans un autre régime de débat, puisque ce qui pose problème, c'est le progrès scientifique en lui-même, me semble-t-il. Et je ne sais pas si vous voyez le... Oui, on avortait déjà sous les Romains. C'était d'autres techniques, mais ils avortaient déjà à cette époque-là. Oui, il y a quand même... Là, il y a peut-être... Derrière ma question, peut-être... moins sauvage. Attends. Oui, clairement, mais on a inventé quelque chose après sur les procréations médicalement assistées. On le savait le faire avant. Derrière ma question, il y a quand même une évolution de la médecine, aussi de la pratique, comme vous l'entendiez, mais aussi c'est la question notamment de l'objection de conscience chez les médecins, c'est-à-dire la position du médecin face à un acte médical. C'est pour ça aussi que la question a été posée. Je vais me tourner vers Priscilla qui n'a pas parlé. Ou forcément parce que je suis question. une femme. Aussi. Je savais que tu allais dire ça. Mais ça te permet aussi de prendre la parole, évidemment. Non, c'est vrai. Pardon. C'est vrai que forcément, si on doit parler à avortement, ce qui à la rigueur, je l'aurais plutôt rapproché justement des questions de gestation pour autrui, ou même à la rigueur d'autres débats, par exemple liés à la prostitution, c'est la question du corps des femmes en fait qui est mise en cause, bien au-delà de la question du médical ou de quoi que ce soit. C'est clairement, on a encore beaucoup de mal à donner ce droit à une femme de posséder son corps et d'en faire ce qu'elle en veut, consciemment, volontairement, etc., etc. Et il suffit de voir à quel point on a du mal avec la GPA, comment on gère la question de la prostitution, qui est quand même très étrange, la question, voilà, en effet, de l'avortement. Et tant qu'on n'a pas résolu, en fait, j'ai envie de dire, ce problème d'une certaine autorité sur le corps des femmes, on ne va pas beaucoup avancer dans le débat, je crois. Mais quel est le problème finalement? C'est une injonction morale, un présupposé sexiste? C'est quoi l'élément bloquant de tout ça? Mais je ne saurais pas dire, c'est difficile à dire. Par exemple, expérience personnelle, donc tout le monde va savoir ce qui se passe. Lors d'une prescription de pilule, donc je pense que c'est moi qui la prends, je peux choisir quand même ce qu'il en veut. Mon médecin traitant a refusé de me prescrire celle que je souhaitais. Sous prétexte que oui, mais vous vous rendez compte, c'est pas très naturel, moi je veux pas vous la prescrire. Qu'il me donne son avis médical, soit, qu'il refuse de me la prescrire alors que je la demande volontairement en toute connaissance de cause et en toute conscience, je trouve ça très limite par rapport à son regard qu'il pose sur mon corps en tant que femme et sur la manière dont j'ai décidé de le gérer en fait. Je trouve que c'est un refus, et c'est un refus net, c'est-à-dire j'ai eu beau essayer d'insister, il a refusé de me prescrire. Mais comment, justement, quel équilibre il doit exister entre le médecin et le patient? C'est aussi la question qui se pose à travers l'avortement. Après, voilà, je ne suis pas médecin, mais voilà. Mais en tant que citoyenne, disons quel que avis as-tu sur la j'en question? parle en tant que ayant vécu, voilà, certaines choses, en écoutant certains débats. Voilà, je dis comment moi je le sens, et je pense que le gros problème, il est là, encore à l'heure actuelle, de la part aussi bien des gens en général que même de la part du domaine médical et de choses comme ça.
Florent? Non, je rejoins un peu là-dessus. Pour moi, il doit y avoir une certaine logique entre les positions qu'on peut prendre effectivement sur les questions de prostitution et les questions de GPA. On ne peut pas dire oui à l'un et non à l'autre. Pour moi, c'est complètement stupide puisque c'est effectivement le droit ou non de chaque femme. Puisqu'il se trouve que je cherchais, pendant que vous parliez d'exemples pour les hommes, on n'en a pas, de disposer de son corps. On peut venir être... Ah si, on peut. Les hommes peuvent se prostituer aussi, mais sur les questions de GPA, c'est plus difficile. Donc, effectivement, on a... Des fois, je n'entends pas cette certaine logique qu'il devrait y avoir avec des gens qui disent non, mais attends, la prostitution, tu te rends compte, tout ça, et qui d'un autre côté peuvent te dire oui, mais la GPA, pas de souci. Pourquoi une certaine dichotomie, effectivement, plutôt que de placer ça avec le mariage pour tous, on aurait pu peut-être placer ça avec le débat sur la prostitution qui est totalement vivace. Bon, mais la prostitution s'éloigne peut-être un peu plus des questions bioéthiques. Marc? Alors, ça s'éloigne des questions bioéthiques et je trouve pas qu'on puisse mêler les deux. Je pense que c'est deux choses bien différentes parce que ce qui intéresse, et là, sans reprendre la bipolarisation classique entre religieux, pas religieux, etc., ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc des oppositions classiques, mais qui ne sont pas forcément des oppositions qui sont de la part de religieux ou de gens qui se disent croyants. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un héritage derrière qui s'est déchristianisé, mais qui est resté dans les corps et qui a du coup formaté et fabriqué une philosophie du corps. C'est-à-dire que ceux qui s'y opposent, ceux qui s'y opposaient à l'époque en 74, il faut Simone Veil qui était traitée de salope, on allait graffer des tags sur les murs de chez Simone Veil. Enfin, il y a eu j'ai pas connu, mais j'ai lu, et il y a eu quand même des affrontements assez radicaux sur cette question-là. Mais aujourd'hui, la question, justement, tu parlais de la Pologne, quand on a, on va dire, fait immigrer le débat en France, tout de suite ça a choqué. Mais le débat était plus, oui, nous on l'a fait depuis très longtemps et quelque part c'est un progrès. La femme a plus de droits, mais on ne sait pas expliquer historiquement ou quelque chose comme ça, ou même de manière éthique, la question. C'est une prise de position. C'est pour ça que je parlais de symbole tout à l'heure. C'est parce que beaucoup de réflexes qui sont des réflexes sur justement la GPA, qui sont des réflexes également sur la question de l'avortement, ce sont des réflexes qui ne sont pas forcément raisonnés. Il n'est pas forcément raisonné d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de réflexe. Mais là, il y a quelque chose d'instinctif, j'allais dire, qui s'oppose par opposition à la conscience, si on fait un peu de philosophie pratique pour le coup. Et là, on répond instinctivement sans savoir pourquoi. Et ceux qui, en fait, apportent un discours le plus carré, c'est les religieux, parce qu'ils expliquent ça à l'aune d'une croyance. Alors, croire, c'est jamais savoir, mais en tout cas, parce qu'ils croient, ils sont sûrs, ils savent qu'ils croient. Du coup, à partir de ça, ils ont un logiciel tout tracé pour pouvoir justifier ça. Et puis bon, je termine sur cette question, je n'ai pas forcément l'avis, enfin, on a eu l'idée, le choix d'en discuter ici, mais sur la question, effectivement, de l'avortement, je comprends que ça puisse choquer, c'est normal, je pense que tout ça que l'acte d'avorter puisse choquer, c'est ça que tu veux dire. Je comprends que ça puisse choquer, moi, entre guillemets, ça ne me choque pas, à condition bien sûr de ne pas le faire, de pas faire tout pour que ça arrive. Évidemment, ça, je pense que c'est une position logique. Il faut différencier avec les IVG de confort, par exemple. Bien sûr, oui, mais bien entendu. Mais je considère que c'est quand même derrière cette question-là, c'est pour ça qu'on a peut-être une évolution dans la façon de penser la question, c'est qu'il n'y a pas forcément la naissance en soi, personne potentielle, etc. Il y a aussi l'idée de construire après la vie avec ce nouvel être. Et c'est plus ça qui compte aujourd'hui, c'est de savoir comment on va faire quand le bébé sera là. D'ailleurs, quand il y a des jeunes filles qui sont enceintes et tout de suite elles annoncent ça à leur famille, tout de suite, mais comment tu vas faire ? La question, vous voyez, n'est pas une question de rhétorique religieuse. C'est comment vas-tu faire ? Et il y a cette idée qu'économiquement, comment ça va se produire, etc. Donc on a un logiciel peut-être de plus en plus économique avant d'être pratique sur la question, et c'est pour ça que ça nous éloigne peut-être de la bioéthique. Pour peut-être clore cette question, comment expliquez-vous l'un et l'autre l'espèce de recrudescence d'opposition à l'IVG ? Je ne parle pas seulement de la Pologne, je parle aussi de la France où un mouvement, les survivants, a éclos un peu soudainement il y a de ça à peu près un an. Comment on explique ça, David Smadja, cette recrudescence de ce sentiment anti-IVG ? Est-ce qu'il y a des raisons particulières ou c'est un mouvement comme un autre qui aurait pu émerger ? Alors, moi, je ne saurais pas, pour n'avoir pas fait d'enquête précise, en fait, m'engager dans une explication. Il faudrait, faire une observation plus précise et aller regarder dans le détail les argumentations des acteurs. Mais moi, ce qui me paraît, une possibilité d'explication, si vous voulez,
c'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que il y a une régulation, une sorte de gouvernement des problèmes de bioéthique qui avait été essayé dans les années 80 et début des années 90, qui consistait à instituer des arènes de délibération. C'est-à-dire à jouer le jeu, effectivement, de la délibération et de placer les individus dans des forums, je dirais, où ils pouvaient échanger et apprendre à se connaître. Or, il me semble que cette politique, qu'on pourrait appeler une politique délibérative, en fait, n'a pas eu tous les moyens, je dirais, nécessaires. Elle n'a pas été jusqu'au bout. Et c'est peut-être le manque, finalement, de mise en place de forums de discussion sur la bioéthique qui a rendu possible ce qu'on appelle une polarisation des groupes. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, n'apprenant pas à se connaître, n'étant jamais en situation d'interagir les uns avec les autres, les différents groupes, alors groupes religieux ou autres, les groupes médicaux, scientifiques, les simples citoyens, finalement, se sont un petit peu cantonnés dans leur propre monde. Et il me semble que c'est très paradoxal comme mécanisme, parce que c'est d'autant plus paradoxal qu'on est à l'ère de l'Internet, où justement, par le monde virtuel, on peut justement, plus que jamais, avoir accès à toutes les interprétations, tous les témoignages en présence. Et toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait de la circulation d'informations, pour qu'il y ait de la délibération, pour qu'il y ait de l'échange. Et pour autant, effectivement, ce qu'on observe, c'est une forme de cloisonnement. Il y a plusieurs causes comme ça, plus ou moins structurelles, qui permettraient d'expliquer ça. Peut-être aussi qu'un certain contexte politique et, me semble-t-il, international, lié à la construction européenne, le repli sur soi des États, des nations, etc., est aussi un facteur qui peut être aggravant. On pourrait formuler toute une série d'hypothèses comme ça pour expliquer cela. Mais moi, il me semble que, par rapport aux travaux que j'ai réalisés, ce qui saute aux yeux, c'est quand même le fait que, finalement, il y a très peu d'efforts de la part du gouvernement pour instituer des arènes de délibération. Il y a le Parlement, il y a l'hémicycle, l'arène parlementaire. Il y a de temps en temps quelques forums de bioéthique qui sont organisés ici ou là, mais qui ne sont pas du tout systématisés. Et donc, en un certain sens, on a des citoyens qui bien souvent se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes sur cette question. On a une polarisation des groupes, et je dirais que quelque part, le dernier contexte qui pose problème, c'est, comme je parlais tout à l'heure, d'une science médiatique. C'est-à-dire qu'on sait à quel point il est important qu'il y ait des médias libres, etc., etc. Mais il y a quand même très clairement un problème aujourd'hui dans le débat public, si vous voulez, qui est lié à l'amplification médiatique, c'est-à-dire à la simplification médiatique. On le voit quasiment pour tous les thèmes. Cette simplification médiatique, elle en vient effectivement à nier justement la spécificité, la singularité des situations techniques. Je pense par exemple, moi, dans mes recherches, j'ai essayé de partager avec des simples citoyens quelle était la différence entre l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. Qu'est-ce qu'une insémination artificielle avec tiers donneur? Qu'est-ce qu'une insémination artificielle post-mortem? Pourquoi est-elle interdite par la loi, etc. Vous avez des citoyens qui, en fait, n'ont pas véritablement ces connaissances-là, qui sont des connaissances techniques et qui ouvrent véritablement vers une vraie compréhension des enjeux du problème. Marc, pour conclure sur cette question, évidemment. Alors, je rejoins tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'on pourrait multiplier les exemples, qu'il y ait une absence de débat, que le schéma médiatique tel qu'il est aujourd'hui insiste beaucoup sur une forme de simplification. Il faut vendre du papier, donc on va très vite et on fait des grands thèmes, et puis on a tendance à effectivement avoir des positions très tranchées qui ne sont pas forcément des positions très réfléchies. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a aussi, selon moi, quelque chose d'un peu plus politique et peut-être un peu plus le contexte national, qui fait que on voit bien qu'il y a un recroquevillement aujourd'hui des États, alors pour des raisons qui se défendent ou pas d'ailleurs, mais quand on observe la montée des partis extrémistes, quand on observe la montée en puissance de l'idée souverainiste, d'ailleurs qui est en train d'être transcourant quand on réfléchit un peu, eh bien on remarque qu'il y a aujourd'hui une opposition, alors qui n'est plus forcément religieuse, quoi qu'elle peut se colorer, mais entre ceux qui sont entre guillemets des progressistes et ceux qui seraient entre guillemets des décadentistes. Ces décadentistes-là, en gros, nous forment un logiciel qui consiste à dire que le fin mot de nos problèmes, c'est effectivement l'absence d'État, l'absence d'ordre, l'absence de hiérarchie, l'absence de... Alors ça peut être vrai, cas par cas, ça peut être vrai, mais il y a peut-être aussi cette idée derrière qu'il y a un besoin du retour à une structure d'encadrement qui n'existe plus.
J'ai l'impression, quand on fait un peu d'histoire, mais là on va sur des grandes durées à la Brodel, si on fait un peu d'histoire, on remarque que chaque civilisation se faisant avec une spiritualité, quand cette spiritualité s'érode, il y a quelque chose qui doit prendre sa place. Et on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a pas grand-chose qui prend sa place. Sinon, certains diront que c'est l'immigration qui va porter une nouvelle forme de spiritualité, de civilisation avec l'islam peut-être. Mais il y a une absence, je pense, là-dedans. Alors, je défends pas je défends pas ce qui fait cette absence, mais j'observe qu'il y a quand même une espèce de vide. Et je pense que l'opinion avant et les masses étaient conduites par quelque chose qui les dépassait et qui du coup leur permettait de suivre un logiciel tout tracé d'analyse et qui du coup ne permettait pas d'avoir des positions comme on l'a vu dans les années 80, justement des positions qui sont des positions intermédiaires, c'est-à-dire qu'on suivait parce que c'était comme ça. Et enfin voilà, je pense que c'est un petit peu la recherche peut-être d'ordre de hiérarchie et de retour à l'encadrement peut-être. Enfin c'est une des raisons, je pense. Florent, tu voulais prendre la parole. J'ai un exemple, bon, c'est plutôt précis, même de terrain, c'était local, j'étais à Nice encore à cette époque-là, j'étais pas mal dans les milieux catholiques, j'avais peut-être déjà dit ici, mais certains le savent, et j'ai vu notamment après le mariage pour tous, et pour moi les mouvements pro-life aussi, la recrudescence et la structuration des mouvements pro-life, pour moi, vient du mariage pour tous, car il y avait beaucoup de personnes qui, à mon avis, depuis 1974, avaient ces idées-là encore en elles, mais se disaient, bon, on a perdu, et finalement, on les entendait plus. Et au final, avec ces manifestations, la conséquence qu'il y a eu, c'est de les avoir rassemblés. Puis après, ils ont parlé entre eux. Puis du coup, ils se sont structurés. Donc à la suite de ça, et les gens que j'avais vus dans les mouvements de mariage pour tous, auxquels je ne faisais pas partie, mais que je m'intéressais à ça pour voir quand même comment ils pensaient à l'aube de 2017, pour comparer avec d'autres, étaient les mêmes, quasiment, à une bonne partie, que j'ai retrouvé après dans les mouvements pro-life. Donc notamment, voilà, tu disais les survivants, les marcheurs pour la vie, etc. Beaucoup de personnes se sont retrouvées là et se sont dit, bah, tiens, en fait, non, je suis pas tout seul. Ils se sont groupés et effectivement, manque de délibération, manque d'arène d'expression et de délibération. Oui, un de leurs arguments, c'est on n'est pas entendu par le gouvernement aujourd'hui, que ce soit d'abord sur le mariage pour tous, mais aujourd'hui surtout sur les questions d'IVG et de vie. La vie, justement, on en parle beaucoup, mais parlons peut-être et revenons dans les clous un peu plus précis de la bioéthique pour parler d'euthanasie. C'est pas le sujet le plus folichon qui soit, mais parlons-en quand même. C'est un sujet qui est important. L'euthanasie, c'est la fin de vie volontaire, finalement. L'euthanasie qui a été un peu revue en France. Elle n'est toujours pas autorisée, précisons-le, mais qui a été un peu amendée avec... on avait la loi Leonetti, on a désormais la loi Claes-Leonetti, qui offre un nouveau droit aux malades qui, dit-on, remplace le devoir des médecins par un droit des malades, le droit des malades de ne pas subir d'acharnement thérapeutique d'une certaine manière. Je vais m'appuyer sur Priscilla pour commencer ce tour de table sur cette question. Est-ce que, à titre personnel, toujours, j'entends, c'est important aussi, que vous donniez votre avis, qu'est-ce que tu penses de ces évolutions autour de l'euthanasie et est-ce qu'on en fait assez pour les malades et les gens qui sont notamment dans le coma ou est-ce qu'on pourrait aller plus loin et finalement autoriser l'euthanasie en tant que telle? J'ai envie de dire qu'il y a enfin un droit des malades, je ne sais pas en quelle année ça a été fait, enfin 2016 ou 2017, 2016. c'est quand même un peu tard, il serait peut-être temps quand même que les malades aient des droits, enfin j'en sais rien, mais ça me choque un peu qu'on utilise ce terme et qu'on a l'impression de faire quelque chose, enfin c'est quand même grave que jusqu'à maintenant on n'ait pas pensé à faire ça. Après, pour le coup je pense que c'est comme pour l'avortement, de choses comme ça, il y a beaucoup d'émotions, forcément d'émotionnel qui rentrent en jeu. Il suffit de voir à chaque fois le cas, comment il s'appelle, Vincent, c'est ça? Vincent Lambert. Ouais, Vincent Lambert. Quand on voit l'état dans lequel il est, je suis désolée, et d'un côté il y a ses parents qui refusent de le laisser partir entre guillemets, et tout de suite là on tombe pas dans le spectaculaire, mais voilà, dans l'émotion, dans des parents qui ne veulent pas perdre leur enfant parce que des parents ne doivent pas survivre, et tout un tas de clichés et de choses comme ça. Et moi au contraire, je crois que c'est aussi d'une manière très émotionnelle que je réagis, c'est la souffrance que ces malades peuvent avoir. Je ne comprends pas comment on peut les laisser dans ce genre pendant des années, sous prétexte que la vie est un bien plus précieux. Quelle vie ils ont, ils sont biologiquement vivants, ok, mais après être 10 ans dans un lit d'hôpital, waouh, quelle avancée. Donc c'est peut-être d'un point de vue moral, moi je trouve que par exemple les parents c'est de la souffrance qu'ils imposent à leur enfant, sous prétexte que eux ne sont pas prêts à faire le deuil ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est très émotionnel comme réaction, c'est peut-être pas très réfléchi ou peut-être pas très argumenté, raisonné, mais
moi, c'est la première chose, en tout cas, qui me vient à l'esprit quand on parle d'euthanasie. Et forcément, selon moi, on devrait l'autoriser. Alors, on parle de l'affaire Vincent Lambert, on peut aussi se remémorer l'affaire Vincent Imbert, pour qui, pour le coup, la mère avait décidé d'accepter le vœu de son fils de mourir dans la dignité d'une certaine manière, et qui a été poursuivi en justice. Ça a donné lieu à un non-lieu, mais voilà, la justice peut poursuivre les personnes pour euthanasie. Marc, je continue ce tour de table. Quel avis portes-tu sur la question de l'euthanasie, qui est une question hautement morale, comme tu le disais, Priscilla? Oui, c'est un débat moral. On peut reprendre les grandes catégories toujours pour réfléchir à partir de ça, mais c'est vrai que ça fonctionne souvent comme ça. Mais derrière, il y a autre chose, et là on se rapproche de la science. C'est-à-dire que il suffit de lire, hein, vous pouvez lire le Serment d'Hippocrate, où effectivement, bon, je crois qu'il y a eu quelques changements, mais pas énormément, et du coup vous avez ce serment qui est signé par tous les médecins et qui doit être respecté un petit peu comme leur code de la route pour les automobilistes, mais là dans le côté de la médecine. Donc vous avez effectivement des règles à respecter qui sont à la fois des règles morales et des impositions qui sont dans l'acte médical. Donc il y a deux choses. Il y a l'idée de ne pas faire mourir, tu ne tueras point. Donc est-ce que les médecins, en tant que personnes qui peuvent le faire de manière scientifique, ont le droit et parfois le devoir de le faire? C'est très compliqué. Et puis se rajoute à ça une autre question. Alors si tu me poses la question de l'opinion, je dirais que effectivement, oui, quand Priscilla nous fait savoir effectivement la souffrance de certains, évidemment que oui, mais je me pose la question de la logistique à mettre en place pour pouvoir prendre la décision finale de dire on le fait pas. Une personne comme Vincent Ambert, comment vous dites? Alors ça dépend lequel tu parles. Les deux en fait. Alors il y a Vincent Lambert qui est toujours en vie. Alors voilà, si on prend cet exemple-là, effectivement, qui va prendre la décision à sa place? Est-ce que les médecins peuvent dire que ce choix est pris par la famille, mais est-ce que derrière il n'y a pas une volonté de la famille de faire partir quelqu'un sous prétexte qu'il y a un héritage? Alors j'extrapole très, très rapidement, mais ça me paraît, alors d'un point de vue éthique, faisable pour la souffrance, notamment du corps. Maintenant, on parle même de souffrance animale, alors pourquoi on ne pourrait pas parler de ça du point de vue humain, mais après à mettre en place, moi je pense que c'est ouvrir la porte à un tas de dérives, malheureusement, et c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Je suis pour, mais dans la logistique, j'ai quand même de grandes réserves. Il n'y a jamais une réflexion. Effectivement, comme disait Priscilla, c'est toujours dans l'émotion, finalement. Et donc, c'est pour ça que je rejoins Marc là-dessus aussi. Pour moi, il faut aller vers certaines choses sans pourtant autant ne pas aller au maximum de ce qu'on peut faire, parce qu'il y a trop d'émotions là-dessus. Tu le disais, un héritage. Et pourtant, voilà, mais n'importe qui, mettre une personne dans cette situation, je l'ai déjà été. Et oui, puis après, voilà, quand tu es dans cette situation, tu as une réaction sur le moment en fonction d'une histoire, tout ça, qui pourra, s'il faut, ne pas être la même entre deux cas, entre guillemets. Tu pourras peut-être une réaction sur une personne et une autre sur une autre. Donc là, j'avoue que on atteint peut-être le débat le plus complexe qu'on ait dans la société actuellement. Et il y a autant d'avis que de personnes, j'ai l'impression. Et la solution, je la vois pas. Et je pense qu'elle n'arrivera pas avant longtemps. Le problème, c'est que la solution, c'est une solution intermédiaire pour le coup, mais jusqu'à quel point? Voilà, c'est ça le problème, c'est que là, ça veut dire quoi une réponse intermédiaire? C'est-à-dire que oui, il faut le faire parce qu'il souffre. Non, il faut pas le faire parce qu'il faut pas tuer quelqu'un. Et la position intermédiaire, c'est de dire oui, tout à fait, vous avez raison. La souffrance peut engager un acte qui va permettre de ne plus souffrir, mais derrière tout ça, qui va donner entre guillemets l'ordre de faire agir les médecins? Est-ce que c'est le malade? Est-ce que c'est la famille? À partir de combien de choix de la famille on peut considérer que cette décision est valable, qu'elle n'est pas orientée pour des raisons diverses? C'est quasiment un travail du juriste pour le coup. Mais est-ce que le juriste ne devrait-il pas avoir le droit justement d'octroyer ce droit-là? C'est ça aussi la question, d'avoir la possibilité. Oui, non, mais l'octroyer, c'est mais comment faire en sorte que ce droit nous soit dû? C'est-à-dire comment faire en sorte, quelles seront les conditions pour avoir ce droit, et c'est là que ça me paraît très compliqué en fait. En termes logistiques, comme tu le disais. Oui, notamment. David Smadja, pour finir sur cette question-là. Alors effectivement, c'est une question redoutable qui nous confronte à quelque chose qui relève effectivement de l'indéciable. C'est une vraie aporie, et ça a été souligné. Moi, je pense que là, quand même, on a presque un cas d'école de questions éthiques qui découlent de progrès scientifiques. C'est-à-dire que pourquoi se pose-t-on la question des fins de vie et du droit de mourir ou du droit à la mort? Ce qui ne veut pas dire la même chose d'ailleurs. C'est parce qu'il y a des progrès de techniques, de réanimation et de techniques médicales qui permettent de maintenir des personnes dans une situation de survie.
Et que dans ce contexte de progrès médicaux et scientifiques et médicaux, on a quand même très clairement, apparaît clairement une remise en cause de la médecine à travers l'expression d'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire que le thérapeutique devient possiblement une forme de violence, et qu'il n'est pas simplement une violence symbolique. Acharnement thérapeutique dont on a vu qu'il avait été requalifié par la loi Leonetti par l'expression d'obstination déraisonnable. Comment dire. Donc on a cette situation-là qui est très intéressante. Et dans ce contexte-là, et c'est pour ça qu'il faut vraiment reconstituer les positions en présence et les discours en présence, vous avez, si vous regardez bien dans ce débat, et ça a été dit autour de cette table, vous avez quand même très clairement, dans l'opposition entre les différentes prises de position, vous avez un débat autour de la question de savoir quelle est la signification de l'humaine condition à son terme, c'est-à-dire d'une fin de vie. Et on voit apparaître très clairement, effectivement, dans ce contexte-là, une revendication qui a été très bien analysée par un philosophe qui s'appelle Hans Jonas, qui n'est pas une revendication d'un droit à la mort, qui serait une contradiction dans les termes, une expression qui serait une contradiction dans les termes. On ne peut avoir qu'un droit à la vie, mais qui serait une revendication d'un droit à vivre sa propre mort. D'où l'idée d'un droit de mourir et pas de droit à la mort. Mourir étant un verbe désignant une action. Et donc là, on voit apparaître effectivement une nouvelle théorie morale en fait qui nous dit finalement on a un droit non pas à la mort, mais on a un droit de mourir, c'est-à-dire de vivre sa propre mort, de ne pas être dépossédé de sa propre mort. Par qui ? Par la science, par les dispositifs techniques, c'est-à-dire par notamment certains médecins. Voilà. Donc c'est une question qui est extrêmement délicate, et vous voyez à quel point, pour l'analyser, on est obligé encore une fois de dépasser l'opposition entre des idéologies ou des croyances. Vous parliez tout à l'heure de l'émotion. Je pense que c'est presque une responsabilité citoyenne aussi pour nous d'aller au-delà aussi d'une certaine émotion. Parce que l'émotion nous aveugle. Je ne voudrais pas être trop kantien, mais c'est un peu ça. Là, en l'occurrence, elle nous aveugle. Et ça se traduit tout à fait concrètement par le fait que, si vous regardez bien également, vous avez quand même une sorte de flou. On parle du débat autour de l'euthanasie. J'ai vu que le candidat Poutou parlait de légaliser l'euthanasie. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié, mais j'ai vu ça dans la presse. Il me semble qu'il faut bien distinguer le débat autour de l'euthanasie du débat autour du suicide médicalisé, qui ne veut pas dire la même chose, et qui là, pour le coup, est quelque chose de plus envisageable, de plus raisonnable. Parce que parler d'un suicide médicalisé, c'est pas du tout la même chose que le fait de parler d'un acte médical qui conduirait à la mort d'un patient, qui lui, là, est, inconditionnellement illégitime. À l'hôpital, on ne tue pas les malades. Et puis, si on va jusqu'au bout de la graduation, si vous voulez, le fait d'accompagner, pour un médecin, d'accompagner la fin de vie et de faire en sorte qu'elle se fasse avec une qualité de vie qui soit la plus satisfaisante, que le patient ne souffre pas trop, et qui renvoie effectivement à une autre définition de ce que c'est que la médecine. La médecine, c'est aussi accompagner effectivement les patients, notamment à la fin de leur vie. Et là, on se rapproche de l'autre pôle, qui renvoie plutôt à ce qu'on appelle les soins palliatifs. Donc encore une fois, et ça je pense que c'est quelque chose sur lequel j'insisterai qui est très important, je pense qu'on ne peut pas poser les grandes questions philosophiques sans avoir des connaissances factuelles, des connaissances techniques, des différentes situations qui sont auxquelles on est confronté. Et c'est aussi une des grandes nouveautés du débat bioéthique, me semble-t-il. On ne peut pas poser les questions de manière trop abstraite. Il faut se confronter aux différentes situations. Et je finirai simplement, si j'ai encore le temps, sur un autre aspect de la pensée de Hans Jonas, qui est un auteur totalement central sur cette question. Hans Jonas, en même temps qu'il écrit cette conférence sur le droit de mourir, où il semble justifier éthiquement effectivement le droit de vivre sa propre mort, c'est-à-dire finalement de la vivre librement, comme ce que on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir se la réapproprier, de ne pas en être dépossédé. Hans Jonas, dans d'autres textes, notamment dans le principe responsabilité, dit « Attention, il ne faut pas basculer de Caribe en Scylla d'un extrême à l'autre, il ne faut pas en déduire que nous avons tous librement, sans aucune contrainte, le droit de disposer en un certain sens du vivant humain. » Et Hans Jonas lui-même le dit, dans ses textes, il dit il faut, aussi considérer qu'il y a quelque chose comme une sacralité du vivant humain qui dépasse les choix et les préférences individuelles et qui nous empêche, par exemple, de franchir les lignes rouges
de commercialiser le vivant humain ou de l'utiliser, je dirais, d'une manière conformément à une forme de licence, en fait, de liberté déréglée. Donc c'est un débat qui est quand même très difficile à synthétiser en quelques mots, je pense. C'est bien pour ça qu'on est là, pour essayer, du moins. Vous parliez de ligne rouge, c'est comme ça aussi qu'on va terminer cette émission, en parlant justement des limites. Jusqu'où peut aller la science ? Et moi, je vous amènerai sur la question du clonage, et aussi sur la question parallèlement du génie génétique, la manière dont on peut faire une ingénierie du gène et comment on peut le modifier, on l'a vu, modifier l'ADN aussi. Messieurs, est-ce qu'on va un peu trop loin quand on essaye de transcender l'humain et quand on essaye finalement, quand on tombe dans le transhumanisme aussi, de développer un super humain, de vendre des clones? Est-ce que c'est pas aller trop loin que d'aller dans cette direction-là? Moi, j'ai une question à poser. Le comment, je pense qu'on est au point, mais pourquoi ça? C'est tout. Tout simplement. Le jour où quelqu'un arrivera à me répondre clairement à cette question, je pense que je pourrais envisager de l'accepter. Mais tant qu'on ne me dira pas pourquoi on souhaite cloner des personnes, cloner des parties d'organes pour faire de la greffe, ça c'est une chose. Mais cloner des personnes entières, j'ai envie de dire, et encore, j'aime pas les termes que j'emploie naturellement, j'ai l'impression de parler de bétail ou de fromage. Donc c'est là que pour moi ça devient gênant. Pourquoi en arriver là? Alors si M. Smadja a une réponse, ce serait super, mais personnellement je l'ai toujours pas vu. Pour incarner un peu cette question du clonage, je citerai l'exemple d'une société coréenne qui aujourd'hui clone des chiens notamment, et qui répond, dit-elle, à des demandes de personnes qui ont perdu un proche, un chien donc, et qui permettent de recréer quelque chose, recréer un lien, recréer une personne finalement à travers le gène. C'est une autre manière peut-être, il y a Adopte un chien, il y a la SPA et il y a cette société de clonage de chiens. Marc, sur cette question des limites finalement de la bioéthique, jusqu'où on peut aller pour, je ne sais pas, pour la science et pour l'homme? Pour l'homme, par le biais de la science, si on va par là, parce que ça va généralement ensemble, l'idée de progrès. Moi, je pense que là, le terme bien choisi, c'est la ligne rouge. Parce que là, il y a à partir d'un moment où, même quand on prend le problème à sa base jusqu'à ses finalités, on se demande le pourquoi. On se dit, mais déjà, quel est l'intérêt de cloner des individus? Et on ne voit même pas l'intérêt qui est, je veux dire, pratique. C'est-à-dire que oui, alors à la limite, on peut faire des super militaires pour la guerre, mais bon, à la limite, là, on joue, à mon avis, aux apprentis chimistes. Alors, on l'a toujours fait, c'est-à-dire que je pense que ce débat, si il y aura un débat s'organise, dans 50 ans, il sera dépassé, on en abordera comme on l'abordera celui des FIVET aujourd'hui, quelque chose qui est passé. Mais à l'heure actuelle, où il faut réfléchir jusqu'où peut aller la science, sur la question du transhumanisme, ça me fait un petit peu peur de dire que l'être humain peut lui-même décider de l'avenir de l'être humain. C'est-à-dire que sur des questions justement quand on parle de personnes potentielles, il y a quand même l'idée où la personne n'est pas là. À partir du moment où on commence à vouloir modifier ce qu'on ne produit pas nous-mêmes, parce que derrière l'idée qu'on on procrée, on ne se reproduit pas, on ne sait pas se reproduire, donc on procrée. Et là, je pense que c'est, à mon avis, jouer avec quelque chose qui nous dépasse. Avec un phénomène qu'on ne connaît pas en soi. Parce que, n'est-ce pas optimiser quelque chose que l'on connaît d'une certaine manière? Non, je veux dire, c'est bien la différence entre procréer et se reproduire. D'ailleurs, quand on dit que les êtres humains se reproduisent, c'est faux, par nature, on procrée. Donc je pense que là, on ne maîtrise pas totalement, et c'est jouer avec quelque chose. C'est comme si vous analysiez quelque chose et vous émettez des hypothèses sur un sujet que vous ne pourrez en tout cas aujourd'hui jamais connaître. Et c'est un petit peu le saut dans l'inconnu. Et c'est là où le progrès médical le progrès, si on peut appeler ça un progrès en soi. Pas toutes les avancées sont des progrès, mais c'est là où la médecine franchit un cap. Et d'ailleurs, ça devrait heurter, parce que je pense que ça heurte beaucoup de gens, de se dire déjà le pourquoi. Et surtout, le comment aussi est important, parce que comment maîtriser quelque chose que nous ne connaissons pas réellement, ça me paraît très, très compliqué. Je me tourne vers Priscilla. Alors pourquoi, comment et jusqu'où doit-on aller? Jusqu'où, et j'en sais rien. Non, une réponse en 2 points. Le premier point, Marc, à un moment, parlait de des gens qui vont choisir pour l'avenir de l'être humain. Surtout, c'est bien ce qu'il faut se rendre compte, c'est que sur les milliards de personnes sur cette terre, il y en a très peu qui auront le vrai pouvoir de décision de ce que l'avenir de l'être humain sera. Je pense que le paysan moyen, ou même le paysan tout court d'Afrique, il n'aura pas son mot à dire
sur l'évolution de la race humaine, enfin de l'être humain en général. Donc déjà, ça pose un vrai problème, puisque forcément, ça sera toujours les mêmes multinationales, les mêmes grands groupes, les mêmes personnes qui auront les véritables choix, parce qu'ils auront les sous pour mener à bien ce genre de choses. Donc entre les mains de qui est-ce qu'on décide de remettre l'avenir de la race humaine? Est-ce que c'est vraiment pour le bien, c'est-à-dire une sorte de vie prolongée parce que on sera en meilleure santé, ou enfin je ne sais pas, les utopies sont nombreuses. Voilà, ça c'est une vraie question, c'est que clairement, ça ne sera pas un référendum mondial pour savoir alors comment est-ce qu'il faudrait que la race humaine soit pour être meilleure, augmentée, etc. etc. Le deuxième point, clairement, c'est, moi qui m'intéresse plutôt à l'environnement, c'est exactement les mêmes questions que dans la géo-ingénierie en fait. C'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce qu'on trafique la Terre pour est-ce qu'elle a un climat meilleur, pour qu'on survive mieux dans ce genre d'environnement, etc., etc. Sauf que la plupart du temps, on ne sait pas en fait vraiment comment ça fonctionne. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, on a quelques bribes, mais c'est tellement complexe que souvent, on en perçoit mais qu'un tout petit bout, et qu'on essaye de jouer les apprentis sorciers, tu l'as dit, et de décider pour la Terre entière du climat, de comment on sera, etc. Et j'avais une autre chose à dire dont j'ai oublié. Mais tu avais dit 2 points, donc finalement on s'y retrouve. Mais quel est avec le deuxième et qui était, comment dire, voilà, et c'est vrai que le pourquoi, certaines recherches, par exemple, ont été faites. Par exemple, si on faisait en sorte que les yeux humains ressemblent plus aux yeux des chats, on aurait moins besoin de luminosité, donc pour faire des économies d'énergie. Okay. Il y a aussi peut-être la recherche de l'immortalité, je ne pensais pas tout de suite, mais il y a cette idée aussi d'immortalité qui est... L'idée d'éternité s'en va peu à peu avec la religion, donc il y a peut-être l'idée aussi d'immortalité, parce que l'éternité on ne pourra jamais l'avoir en tant que scientiste, c'est pas possible, mais l'immortalité, il y a aussi peut-être de ça, de pouvoir se projeter par le téléchargement de conscience dans les ordinateurs. Enfin c'est terrible, j'en parle comme ça, comme si on parlait de Monopoly, hein, mais, mais ça m'effraie. Oui, mais je viens d'y penser, donc peut-être si j'y pense, comme on porte tous une part de l'universel, peut-être que d'autres personnes l'ont. Et je pensais à autre chose aussi, on revient encore sur des questions de marchandisation. Tu parlais tout à l'heure, Hugo, de cette société qui crée des chiens. Demain, un célibataire ou une célibataire peut très bien commander son petit copain ou sa petite copine. Le problème, c'est que là, en même temps, tu vas posséder un autre humain. Comment ça se passe? C'est encore une fois très compliqué. Il y a des exemples, en plus, dans le cinéma, et pas que des films d'auteurs hyper compliqués qui le prouvent. On avait dans La Soupe aux choux, où le Glaude fait revivre la Francine, qui était la femme de Funès, sauf qu'elle arrive à 20 ans, lui il en a 70, lui il veut cultiver ses choux et les manger après, elle a envie de s'amuser, elle a 20 ans. Donc on voit déjà, bon, c'est sous forme comique, mais on voit déjà le problème là. Et le deuxième, c'est un film qui est magnifique, c'est Bienvenue à Gattaca. Je suppose que David Smadja l'a vu, il le connaît très bien, et mes camarades aussi. Ce film magnifique qui pose la question effectivement du choix de l'enfant, où on pose de l'enfant choisi contre l'enfant de la providence. Donc l'enfant choisi, où on choisit tous les critères et on en fait finalement un enfant parfait, et l'enfant de la providence qui arrive et qui est comme vous et moi, avec des qualités et des défauts, qu'ils soient physiques ou mentaux. Et justement l'épuration de la société pour arriver à quelque chose qu'ils appelleraient propre, mais qui, bon, selon moi, ne l'est pas. Ou comme le meilleur des mondes. Hein, comme le meilleur des mondes. C'est exactement. Enfin, c'est un peu ce vers quoi, et c'est un peu voilà, ce côté bébé en éprouvette, etc., où on décide. Et d'ailleurs, il y a une phrase très intéressante dedans où à un moment, le directeur de l'usine, on pourrait dire, c'est un peu le terme malheureusement, explique aux petits jeunes qui sont très intéressés, il fait mais vous comprenez, tout ça, c'est politique. Le fait, c'est à quel point en fait on peut pas vraiment en sortir, c'est même choisir ce que telle catégorie par exemple d'ouvrier ou de classe supérieure doit aimer ou ne pas aimer, etc. C'est politique. David Smadja, c'est à vous que je donnerai la parole pour conclure ce débat et peut-être essayer. Mes camarades ont donné leur définition de la limite, ou ont essayé, et on l'a vu, c'est assez difficile pour vous. Où peut se situer la limite de la bioéthique? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour le progrès d'une certaine manière? Alors d'abord, je souscris à tout ce qui a été dit et autour de cette table et en grande partie. Et effectivement, c'est quelque chose qui est souvent, ce que vous avez dit, est souvent mis en avant par Jeremy Rifkin, qui est un éminent, comment dirais-je, spécialiste de bioéthique. Et notamment, quelque chose qui est très important, c'est le fait qu'on est dans un débat qui est très technique, d'où aussi sa faible politisation, mais également un débat alors entre guillemets de riche, c'est-à-dire que vous l'avez dit, hein, ça concerne effectivement ceux qui peuvent bénéficier en grande partie des progrès dans le domaine de la génétique. Et on a un petit peu une forme d'amertume parce que
rappelez-vous, au moment où l'ingénierie génétique commence, au début des années 70, il s'agit effectivement de manipuler des gènes et notamment de faire des OGM en vue de régler le problème du Sud, c'est-à-dire le problème de la faim. C'est un des objectifs qui, était celui des généticiens, d'éminents généticiens, notamment américains. De permettre de régler, finalement d'atteindre un intérêt commun, nord-sud en un certain sens. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est resté totalement, en grande partie, lettre morte. Alors, je voudrais, par rapport à tout ce qui a été dit, effectivement, peut-être, non pas me faire l'avocat du diable, mais rappeler qu'il y a un certain nombre d'applications du génie génétique et de l'ingénierie génétique, effectivement, qui, paradoxalement, peuvent nous aider à régler les problèmes posés par la science. Je vous donnerai un seul exemple, qui est peut-être la technique, qui d'ailleurs est autorisée par la loi, de tests génétiques. Qu'est-ce que c'est qu'un test génétique ? C'est justement un dispositif qui est mis en place, qui résulte directement des progrès de la génétique, et qui peut, d'une certaine manière, comme tous les moyens, comme un bistouri ou un poignard, peut être utilisé, je dirais, dans des fins, je dirais, tout à fait critiquables et mauvaises, et puis aussi bien à d'autres fins qui sont tout à fait souhaitables. Le test génétique, si vous l'appliquez à bon escient, c'est quelque chose qui peut vous permettre effectivement d'avoir des parents qui font des enfants qui sont en bonne santé. Je prends l'exemple d'une autorisation de test génétique pour certaines maladies incurables, d'une particulière gravité, dit le droit positif et les lois de bioéthique, et qui peut nous permettre effectivement de faire de la prévention et d'avoir recours à ce qu'on appelle des FIVET. Là, vous avez une utilisation de la génétique, si vous voulez, qui conduit effectivement à faire en sorte que des femmes puissent avoir des enfants et que des familles puissent se constituer en un certain sens, sans qu'il y ait véritablement, en garantissant la santé finalement des enfants. Donc c'est quelque chose qui est souhaitable et qui est légitime et légal en un certain sens. Donc, encore une fois, peut-être essayer de voir comment... on l'avait dit à plusieurs reprises, ne pas diaboliser, c'est-à-dire de ne pas avoir une conception qui est trop dramatique ou dramatisante des progrès génétiques, mais essayer de faire un peu comme Dominique Stoppa-Lyonnet, que je cite souvent, qui est quelqu'un de très important, une éminente généticienne, d'essayer de voir plus en détail et de voir ce qui, effectivement, dans le génie génétique et l'ingénierie génétique, peut au contraire, finalement être éthique en un certain sens. Donc je finirai un petit peu là-dessus. C'est une autre manière de répondre à votre question. C'est-à-dire que je pense qu'il est urgent aujourd'hui de construire une éthique scientifique, une éthique de la génétique, c'est-à-dire une éthique médicale qui accompagnerait les progrès de la génétique plus que véritablement ne les contrecarrerait en fait. C'est un véritable enjeu à mon avis. Florent, je te vois hocher du chef. Non, la référence à Dominique Stoppa-Lyonnet que j'ai croisé à plusieurs occasions et que j'apprécie en fait. C'est tout. C'est une personne, simple référence. Ouais, non, mais c'est une personne que j'apprécie beaucoup humainement et effectivement, j'ai commencé du coup par ce biais-là en fait à m'intéresser un peu à ses travaux. Alors j'avoue que je n'y comprends pas grand-chose parce que j'ai peut-être pas les compétences pour, mais effectivement, et ça ne m'étonne pas de l'avoir cité ce soir parce que c'est quelqu'un de très grande qualité. Donc on va terminer cette émission sur cet hommage finalement. J'espère que ça lui portera chance d'une certaine manière. On l'a vu, autant de questions qui sont autant de polémiques et des conflits qui finalement s'exacerbent un peu de manière surprenante. On le voit, l'avenir finalement est incertain. Les progrès vont ou pas avoir lieu. Des évolutions ont lieu, notamment sur la frontière que l'on place au niveau des évolutions technico-scientifiques, comme vous l'évoquiez. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Priscilla, merci Marc, merci Florent et merci David Smadja. Merci à toi. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Partagez l'émission sur Facebook et Twitter. Retrouvez-nous sur YouTube